Bienvenue sur le podcast qui vous donne de l'empowerment. Si vous êtes ici, ce n'est absolument pas par hasard. Je suis Laurita et ma mission est de vous guider vers une vie plus consciente, plus alignée et plus harmonieuse. Je vous diffuse chaque jour de l'inspiration et partage mes réflexions pour vous permettre d'incarner la personne que vous méritez d'être. Si ce podcast vous plaît, je vous invite à le partager, à le noter avec la note qui vous semble la plus juste et à vous abonner pour ne rien louper. Bonjour à tous. Il y a des gens qui restent toujours hyper calmes, qui maîtrisent le silence comme personne, et ces gens-là m'ont toujours fascinée. Vous avez peut-être dû le percevoir à travers mes podcasts ou mes réseaux sociaux. Je n'ai pas un tempérament très tempéré tel une vraie latina qui se respecte. J'ai le sang chaud, mais c'est pas vrai, et tutti quanti. Et dans mes relations globalement, sûrement parce qu'on se complète, j'ai toujours fréquenté des gens plutôt calmes, plutôt zen, au sang-froid. Voici donc aujourd'hui ce que j'ai appris à leur contact, et ce sur quoi je travaille en ce moment, parce que vous allez voir qu'on a tout intérêt à être beaucoup plus chill, beaucoup plus calme, beaucoup plus silencieux. Si vous êtes calme et silencieux, cheers to you, respect, et votre niveau de cortisol vous remercie. Si par contre, vous êtes comme moi, avant et encore un peu aujourd'hui, à storm out pour le moindre truc, à monter sur vos grands chevaux, à être impulsif, à stresser à la moindre perte de contrôle, voici quelques réflexions qui vous feront, je l'espère, le plus grand bien. Premièrement, choisir ses batailles. S'il y a bien une chose que j'ai appris pour gérer mon stress en avion, c'est que paniquer, se lever, s'agripper au steward n'a absolument aucun intérêt, aucun effet sur l'amélioration de la situation et de la condition. Si vous êtes en retard pour l'aéroport, que le taxi en bas vous attend, et que vous ne savez pas où vous avez mis votre passeport, s'affoler, s'agiter dans tous les sens ne vous sera d'aucune aide. C'est pas ce qui fera apparaître de nouveau votre passeport comme par magie. La seule manière de le faire réapparaître, c'est de continuer de chercher de façon méthodique, sans créer encore plus de bazar. C'est pas se torturer de l'intérieur et garder ses émotions pour soi, non, c'est simplement choisir ses batailles et ses mots. Répondre de façon appropriée à une situation donnée comme celle-ci par exemple, c'est ne pas faire une habitude d'avoir un comportement messie, destructeur et de ne pas créer un schéma de pensée répétitif qui ne nous aide pas. Parce que oui, on s'habitue au chaos, au stress, à la colère, car ce sont des émotions et des vibrations plutôt basses qui sont souvent ressenties beaucoup plus fortes et beaucoup plus intensément que les émotions dites entre guillemets positives. Le calme et la joie par exemple sont ressentis de façon moins intense que la détresse ou le stress. Mais réagir toujours dans le chaos, dans l'énervement, dans l'excitation, d'une part ça draine énormément d'énergie, vous-même vous savez, qui pourrait être by the way employé pour autre chose, et de deux ça renforce un schéma de comportement pas forcément optimal et optimisé, puisque cela n'aide pas à résoudre le problème. Bien sûr, ces émotions-là, le stress, la colère, etc., elles ont leur raison d'être, elles sont valides dans certains cas, mais dans beaucoup, et la plupart des cas en vrai, elles ne le sont pas du tout. Ces mécanismes-là sont de base des mécanismes de survie, mais bon, t'es pas à moitié mort quand tu trouves pas ton passeport, if you know what I mean. Deuxième point, le silence n'est pas une faiblesse. Le silence, c'est pas être faible, au contraire, c'est une force et c'est une décision. Et tout le monde ne mérite pas une réaction. Tout le monde ne mérite pas votre attention. Quand on reste silencieux, c'est parce qu'on grandit et que la paix pour nous en interne a beaucoup plus de valeur que de prouver son point et d'avoir raison. Le silence, c'est aussi une réponse et parfois, il est même full de réponses. Je ne t'ignore pas, je me choisis, comme le dirait Mel Robbins. Certains ont l'habitude de toujours s'expliquer, de toujours surpenser, mais vous n'avez pas besoin de vous battre pour être compris. Vous avez le droit de ne pas être compris, c'est pas grave. Quand je me tais, c'est quand je m'élève, quand je me choisis. Attention, mon silence n'est pas une faiblesse, c'est le son de moi qui reprend mon pouvoir. Le silence est plein de réponses, il n'est pas vide, c'est fort, c'est puissant et peu le maîtrise. Autre point, c'est que le meilleur moyen de terminer quelque chose, c'est de l'affamer. De terminer une relation toxique, de terminer de la négativité, c'est d'arrêter d'en donner. Pas de réaction. J'en parlais dans l'épisode sur l'amitié, et c'est valable dans toutes les relations d'ailleurs. Certaines personnes s'alimentent, se nourrissent de nos réactions, ou de nous voir déclencher, ou de nous voir réagir. Et quand on n'en peut plus d'être dans cette dynamique-là, la meilleure réponse, c'est l'absence de réponse. Parfois, le fait simplement de ne pas nourrir l'autre met un terme à ce qui nous dérange et à son comportement. Et on peut repartir ainsi sur des bases plus saines. Là où on met de l'attention, l'énergie va. Coupons l'énergie et donc coupons l'attention, arrêtons de répondre. La réponse la plus forte, parfois, c'est le silence, parce que le silence est aussi une réponse. C'est important de ne pas alimenter la négativité. Exemple, vous avez un pote qui gossip, ne répondez pas. Ne nourrissez pas cette négativité, ne réagissez pas. Vous avez une amie qui vous rabaisse de manière inconsciente, ne répondez pas. Il ne s'agit pas de ghoster, attention, surtout pas. Simplement de ne pas renchérir, de ne pas réagir, soit de répondre sur un autre sujet ou de parler d'autre chose, soit peut-être d'expliquer, si vous en avez le cœur, de pourquoi ça vous intéresse pas. Autre réflexion que je vous apporte aujourd'hui, c'est que l'honnêteté peut peut-être attendre. Cette phrase peut un peu surprendre, mais
Et si on se laissait un peu le temps de regarder autour de nous, de prendre du recul, de scanner un peu ce qui se passe autour quand on ressent l'envie pressante d'être honnête. Parfois on pense qu'il faut être honnête sur le moment, sur le tas, mais quand il y a trop d'émotions impliquées avec l'autre personne, peut-être que c'est pas le moment d'avoir une conversation rationnelle. Par exemple, si quelqu'un est énervé contre vous, laissez-le redescendre. Laissez-le d'abord ressentir les émotions avant d'avoir une conversation rationnelle, parce que c'est peut-être pas l'heure du feedback rationnel. On répond à une émotion par une émotion, pas une conversation rationnelle. Autre point, et j'en ai parlé sur les relations amicales, les autres attendent une réponse. Je pose ça là, mais j'ai remarqué quelque chose et je voulais vous en faire part. Parfois, on réagit comme on pense que l'autre aimerait nous voir réagir. Et parfois, quand on ne réagit pas comme attendu, eh bien ça laisse l'autre circonspect. Story time. Je bossais dans une boîte aux US avec un poste à forte responsabilité. Je suis tombée enceinte et un soir, j'ai annoncé ça à mes collègues. L'un d'eux, éméché, a dit à mon boss « We don't do pregnant women ». On ne fait pas les femmes enceintes. J'ai compris sur le moment que c'était terminé, mais eux n'ont pas su que j'avais entendu. Peu après, à 16h un soir, convoqué dans le bureau des RH, avec le vigile et la boîte en carton qui va bien comme dans les films, je m'assois et face à moi, la RH et mon boss, qui paraissent extrêmement gênés. Je la vois, elle, extrêmement mal à l'aise, elle commence à me faire son monologue, elle prend toutes les pincettes possibles parce que oui, by the way, c'est pas légal de virer une femme enceinte aux États-Unis. Elle m'explique qu'on ne pourra pas continuer et je reste de marbre. Je n'ai pas esquissé un rictus, une émotion. J'ai répondu ok. Et là, je les ai vus tous les deux déconcertés, décontenancés. Ils ont reformulé pour s'assurer que j'avais bien compris. Et ne réagissant toujours pas, elle m'a dit « Tu n'as pas l'air surprise ». J'ai répondu que je n'étais pas surprise en effet, et j'ai demandé à aller chercher mes affaires et m'en aller. Je vous jure, leur tête à ce moment-là, j'ai bien vu que je ne leur avais pas donné satisfaction, qu'ils n'avaient pas pu se nourrir entre guillemets du drama habituel. Même le vigile m'a regardé en mode « Mais qu'est-ce que je fais là, moi? Pourquoi je suis là du coup ?» Parce que lui, d'ordinaire, à mon avis, il doit certainement intervenir quand les échanges escaladent. Et ce jour-là, j'ai compris que le calme était une façon de garder le pouvoir, car on ne maîtrise pas les événements extérieurs, certes, mais on maîtrise son esprit, et c'est la plus grande liberté qui soit, et le plus grand pouvoir qui soit. Personne ne peut nous imposer une réaction, et c'est souvent tentant de donner aux autres ce qu'ils veulent, mais la question qui se pose c'est, ma réaction est-elle vraiment ma réaction ou celle qu'on attend de moi? Ensuite, face au manque de respect, la meilleure réponse, parfois, c'est le silence. Pensez à une situation, un client mécontent, un boss qui vous a humilié, votre partenaire de vie qui vous a crié dessus, etc. Quelle est la meilleure manière de répondre? Instinctivement, on n'a qu'une envie, c'est de bondir et de répondre pour se défendre, et pour avoir raison. Mais on sait tous ici que ça ne fait qu'envenimer les choses et que ça ne résoudra pas le problème. Pire encore, on va avoir nous aussi quelque chose à se reprocher. Par contre, il n'y a rien de plus puissant que de ne pas répondre. Regardez la personne avec un petit sourire et avec un brin d'arrogance et lui dire « Tu as fini ?» Non, je plaisante. Mais il y a rien de plus puissant que de ne pas répondre et ne pas avoir de réaction. Comme l'explique très bien Jefferson Fisher, laissez passer 10 secondes, ça met une distance entre ce que l'autre a dit et comment vous allez répondre, et souvent, les gens qui vous manquent de respect veulent obtenir quelque chose de votre part. Ils se sentent insécures, ou ils ont peur, ou ils se sentent blessés, et ils ont besoin d'une réponse. Mais la meilleure réponse, c'est de laisser assez de silence pour qu'il ou elle se sente mal, qu'il ou elle se rende compte que c'est weird, que c'est awkward et que ça se fait pas, leur dire d'une façon ou d'une autre que c'est en dessous de votre standard pour espérer une réponse de votre part. Parce que vous ne répondez pas quand on vous parle mal comme ça, mais toujours bien après un long silence, parce que l'inconfort extrême que le silence cause est juste hyper puissant. Remarquez, les gens détestent le silence, ça les rend inconfortables. Ils vous ont mis mal à l'aise avec leurs remarques ou leur agressivité, rendez-leur la même sensation avec votre silence. Ma mentor, elle, carrément, elle répond « Qu'est-ce qui t'a fait te sentir aussi confortable de me parler comme ça ?» Pure gold. Moi, je vous demande du coup, qu'est-ce que vous avez fait pour laisser les gens croire qu'ils pouvaient vous manquer de respect comme ça? Ça peut aussi être une réponse du type « Ton choix des mots et style n'aligne pas avec mes valeurs et avec ce que je veux expérimenter. Tu parles à tout le monde comme ça? Ou tu t'attends à ce que je tolère ça? Ou encore, tu passes une mauvaise journée ou c'est vraiment ta personnalité? Ou bien, t'avais prévu de me dire ça à haute voix? Ou encore, tu peux répéter, j'ai pas bien entendu, il y avait trop d'irrespect. Bref, trop de punchline. En tout cas, moins vous parlez, plus on vous écoute et plus on vous entend. Le calme permet de relativiser. C'est un apprentissage de ces dernières années. Finalement, quand on parle de choisir ses batailles, il y en a peu qui méritent vraiment d'être maintenues. Quand on vit un drame dans sa vie, soudainement, on réalise que les petites choses contraignantes et contrariantes du quotidien ne sont pas si importantes. Quand on perd un proche ou qu'on côtoie quelqu'un de très malade, on se rend compte que finalement, la vie est faite de futilité. Rien n'est grave ou presque comparé à la détresse que l'on peut ressentir. Et une fois qu'on a vécu ça, on a tendance à revenir back to normal et de s'énerver de nouveau pour un rien, comme on avait l'habitude de le faire. Pourtant, si la mort et la maladie peuvent nous apprendre quelque chose, c'est bien que rien n'est grave ni rien n'est définitif. S'énerver, s'offusquer parce que votre collègue vous a fait une remarque raciste ne servira à absolument rien si ce n'est à alimenter son ego. J'ai fait un épisode d'ailleurs sur le racisme et le développement personnel. Si vous êtes concerné, allez l'écouter si vous êtes trigger par des remarques racistes. Ensuite, est-ce qu'on prend vraiment au sérieux les gens qui s'énervent? À quand remonte la dernière fois que vous avez pris quelqu'un au sérieux et écouté une personne qui s'est énervée et a crié? Quand on est en colère, on a tendance à manquer de respect ou à agresser les autres, ce qui nous fait finalement
perdre notre crédibilité et parfois même passer pour un fou ou pour une folle. Demandez-vous, est-ce que vous vous souvenez d'une fois où vous vous êtes énervé ou avez été vulgaire ou avez crié et que ça vous a été bénéfique? En tout cas, moi je trouve pas, et pire encore, je trouve que monter sur ces grands chevaux ne fait que ralentir les problèmes et les faire durer plus longtemps. Avec calme et méthode, on aurait pu y passer 5 minutes, mais en s'énervant, ça dure plus longtemps parce que le focus est complètement détourné du problème et dirigé vers la frustration d'avoir quelqu'un en face qui parle mal. Vous savez, ce genre de conversation où tu soulèves un problème en parlant mal à l'autre et en face il te dit non mais pourquoi tu t'énerves? Bon, on a déjà perdu le focus. Par contre, je suis sûre que vous pouvez penser à une fois où vous avez gardé votre calme pour make your point et que ça vous a été bénéfique, ça a convaincu et ça a dérouté. Il n'y a rien de tel pour devenir calme que de pratiquer. Franchement, les sanguins, on est ensemble. C'est vraiment dur de maîtriser son esprit, souvent parce qu'il n'a connu que le chaos à l'époque ou parce qu'il s'est construit comme ça, mais dites-vous que pratiquer le fait de garder son calme, peu importe la situation, vous permet de protéger votre paix intérieure et c'est aussi faire un cadeau aux autres. Quel bonheur d'être avec des gens stables qui vont pas exploser à la moindre réflexion. Et même si on n'est pas tous câblés pareil, qu'on n'a pas tous le même niveau de patience, on n'a pas tous la même enfance, on sait ici aujourd'hui qu'on n'est pas ces gens qui justifient leur mauvais comportement parce que tu comprends, on a souffert. Je crois profondément qu'on est tous responsables de faire en sorte de diminuer la souffrance collective de nous et aussi de ceux qui nous entourent. On est responsable de rendre la vie vivable. Ça ne veut pas dire garder ses émotions pour soi et ne pas les partager, ça veut simplement dire mettre les choses en perspective, exprimer ses émotions à travers des mots, de façon constructive, quitte à laisser exploser la colère dans le sport, dans le journaling, etc. Pourquoi garder son calme, me direz-vous? Également parce que le cortisol est une hormone produite par les glandes surrénales en réponse au stress. Elle fait partie de la réponse combat ou fuite, et quand on s'énerve, notre corps interprète cette émotion comme une menace ou un stress, ce qui déclenche de l'anxiété, de la nervosité, des crises de colère, des dépressions, des troubles de la mémoire, de la concentration, de l'insomnie, un risque de maladie cardiovasculaire, des palpitations, de prise de poids, surtout au niveau du ventre by the way, des fringales sucrées ou salées, la fonte musculaire, cicatrisation pullante, réaction allergique, perturbation du cycle menstruel, baisse de libido, et j'en passe. Le cortisol a un rôle à jouer, mais ne devrait pas être présent de façon intense et répétée, il faut savoir le manier à bon escient dans des situations d'extrême urgence. Autre réflexion, quand on se tait, on entend enfin. Sadhguru dit qu'on peut diminuer par 2 le nombre de mots qu'on dit par jour et toujours se faire aussi bien comprendre. On parle trop, parfois on meuble, mais souvent, même la prochaine fois que vous êtes en groupe, pensez à moi et arrêtez de parler et observez. Observez les mimiques. Les gens, leur interaction, c'est fascinant. Voyez qu'elle est stressée, remarquez qu'il va mal, observez comme il ou elle a besoin de validation. Juste observez, voyez, soyez présent vraiment. Le silence parfois permet d'observer les dynamiques, d'entendre les autres, de les voir vraiment tels qu'ils sont, d'apprendre sur vous. Pourquoi vous avez besoin de rebondir sur ce sujet? Pourquoi vous avez envie de corriger Jean-Michel ou Jacqueline? Observez-vous, le silence est un très grand mentor. Pour les parents, j'ai envie de vous dire, nos enfants sont des miroirs. Qui n'a jamais crié sur son enfant? Arrête de crier! Les enfants reproduisent ce qu'ils voient parce qu'on leur dit de faire. Et souvent, quand tu vois ton enfant, c'est un miroir direct de ton attitude. Si tu as un enfant colérique, pose-toi des questions. Donc, même pour nos enfants, si vous êtes parents, nous devons apprendre à gérer ces émotions intenses avec méthode et parcimonie. Si tu ne veux pas élever un enfant qui, quand tu lui dis non, explose parce qu'il est frustré, donne-lui des méthodes. Ma fille, elle est dans une école un peu alternative, dans laquelle il y a un punching ball pour évacuer la colère, à côté d'un coussin de recentrage. La méditation est enseignée comme une méthode pour faire le point avec soi-même, mais les émotions ont tout le droit d'exister. Simplement, la colère ne doit pas être dirigée vers les autres. Elle est un message que quelque chose n'est pas aligné ou que quelque chose ne nous convient pas et elle mérite tout autant notre attention que les autres émotions. Je regrette tellement qu'on ne nous ait pas appris ça à l'école. Et pour terminer, j'ai envie de vous dire que les plus grandes réponses parfois se trouvent dans le silence. On sollicite l'avis de Pierre, Paul, Jacques, Jean Fifrelin, mais la réponse est en nous. Seulement, on est assailli de bruit, de pensées, d'avis, de remarques, de critiques qu'on s'oublie totalement et on oublie de s'auto-consulter. On trouve les réponses les plus claires, les plus limpides dans le silence. Mais laissez-moi vous demander, combien de minutes par jour vous accordez-vous pour vous, dans le silence, pour checker avec vous-même? Le brouhaha ambiant nous empêche de nous écouter nous-mêmes, mais dans le silence se trouvent les réponses les plus justes. J'espère que cet épisode vous a plu et je vous dis à très vite pour un prochain épisode.